Relâchez mon père, et je vous ferai marcher, hurla la petite fille au milieu du tribunal. Les éclats de rire explosèrent. Un juge paralysé, une fillette naïve, un père innocent condamné. Personne n'imaginait que ces mots changeraient tout et que l'impossible était sur le point d'arriver. Le silence dans la salle d'audience du tribunal de grande instance était absolu lorsqu'Isabelle Dubois poussa les doubles portes de toutes ses forces. Le grincement résonna comme un cri de guerre. 200 pères Dieu se tournèrent vers l'entrée, où une fillette en uniforme scolaire froissé et des larmes séchées sur les joues avançait d'un pas décidé vers le prétoire. Ordre, ordre dans la salle. Le juge Laurent Mercier frappa son maillet contre la table, son fauteuil roulant grinçant légèrement alors qu'il se penchait en avant. Ses yeux gris, durcis par des décennies passées dans les tribunaux, se fixèrent sur la petite intruse. Qui a permis à une mineure d'entrer pendant une audience? Personne ne répondit. Les gardes de sécurité se regardèrent, confus. Isabelle avait couru si vite qu'elle avait traversé le détecteur de métaux avant qu'il ne puisse l'arrêter. Mon père est innocent. La voix d'Isabelle brisa le protocole comme un coup de tonnerre fendant le ciel. Vous le savez tous, mais personne ne veut entendre la vérité. Le murmure éclata dans la salle. Les journalistes sortirent leurs caméras. Les personnes dans la galerie commencèrent à chuchoter. Sur le banc des accusés, le docteur Mathieu Dubois leva brusquement la tête, ses yeux rencontrant ceux de sa fille. Il avait le visage émacié, une barbe de plusieurs jours et les marques sombres sous les yeux de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des semaines. « Isabelle, non », murmura-t-il avec désespoir, tentant de se lever, mais retenu par les officiers qui gardaient le banc. Le procureur Delacroix se leva immédiatement, ajustant sa cravate d'un geste théâtral. « Monsieur le juge, ceci est complètement irrégulier. Cet enfant fait obstruction à un processus légal. Je demande qu'elle soit immédiatement éloignée. Et vous êtes un menteur. » Isabelle se tourna vers le procureur, son petit doigt le pointant sans peur. « Vous savez que mon père n'a tué personne. Vous avez falsifié les preuves. » La salle explosa. Le maillet du juge frappa 1, 2, 3 fois. « Silence! Garde! Éloignez la mineure immédiatement !» 2 agents de sécurité s'avancèrent vers Isabelle, mais elle fut plus rapide. Elle courut directement vers le prétoire du juge, esquivant les mains qui tentaient de l'attraper. Son petit corps se glissa entre les chaises des avocats comme une ombre décidée. « Monsieur le juge, mon père a sauvé des vies toute son existence. » Les mots sortaient précipitamment de sa bouche, tandis que des larmes fraîches coulaient sur ses joues. C'était le meilleur chirurgien de l'hôpital central. Il opérait les enfants sans les faire payer. Il aidait tout le monde. « Mon enfant, comprends que ceci est un tribunal de justice. » Le juge Mercier parla d'une voix contrôlée mais ferme, ses mains serrant les accoudoirs de son fauteuil roulant. Les émotions ne changent pas les faits. Ton père est accusé de négligence médicale ayant entraîné la mort d'un patient. Les preuves sont inventées. Isabelle arriva finalement devant le prétoire, si près qu'elle pouvait voir les veines marquées sur les mains du magistrat. Et vous le savez, tout le monde dans ce tribunal le sait. Le docteur Mathieu Dubois ferma les yeux avec force. Sa fille détruisait toute possibilité d'appel futur avec cet accès de colère. Maître Sophie Leclerc, son avocate de la défense, se leva nerveusement. « Monsieur le juge, je m'excuse au nom de mon client. La mineure est évidemment traumatisée par... » La mineure dit la vérité. Une voix âgée s'éleva de la galerie du public. Une femme avec une canne se leva lentement. « J'étais dans cet hôpital la nuit de l'incident. Le docteur Dubois a fait tout ce qui était humainement possible pour sauver cet homme. »« Madame, asseyez-vous immédiatement ou vous serez expulsée, » ordonna le juge. Mais d'autres commencèrent à se lever. D'abord 1, puis 3, puis une douzaine de personnes dans la galerie. « Mon fils est en vie grâce au docteur Dubois. Il a opéré ma femme sans nous faire payer un centime. Cet homme est un héros, pas un criminel. » Le maillet frappa furieusement. Les gardes coururent vers la galerie, tandis que le chaos s'emparait du tribunal. Au milieu du tumulte, Isabelle profita du moment. Elle monta les marches du prétoire avant que quiconque ne puisse l'arrêter et se plaça directement devant le fauteuil roulant du juge Mercier. « Monsieur le juge », sa voix était maintenant plus basse, mais chaque mot coupait l'air comme un couteau affûté. « Ma mère est morte il y a des années. Mon père est tout ce qu'il me reste. Si vous le condamnez aujourd'hui, vous détruirez une famille innocente. » Laurent Mercier regarda la fillette devant lui. Pendant un instant, quelque chose scintilla dans ses yeux gris, quelque chose qui ressemblait à de la douleur ou peut être à de la reconnaissance, mais son visage redevint dur. « Mon enfant, la justice n'est pas basée sur des sentiments. Elle est basée sur des faits et des preuves. Et les preuves contre ton père sont des preuves. » Isabelle l'interrompit, sa voix montant à nouveau. «
Vous parlez de preuves alors que votre propre fils a été sauvé par mon père? Le tribunal entier se figea. Pas un murmure, pas un mouvement. Tous les yeux se tournèrent vers le juge, dont l'expression changea radicalement. Ses jointures devinrent blanches en serrant les accoudoirs. « Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Sa voix sortit comme un murmure rauque. « Votre fils, monsieur le juge. » Isabelle sortit un papier plié de sa poche d'uniforme scolaire. Il y a des années, quand il était petit, il a eu un accident. Les médecins ont dit qu'il ne survivrait pas, mais mon père l'a opéré pendant 11 heures d'affilée. Sans repos, sans abandonner, il lui a sauvé la vie. Le procureur Delacroix pâlit. Maître Leclerc regarda Isabelle, les yeux écarquillés, ne sachant pas où la fillette avait trouvé cette information. Le docteur. Mathieu Dubois, depuis le banc, secouait la tête, sachant que sa fille avait franchi une ligne dangereuse. C'est hors de propos pour cette affaire. Le juge bégaya, mais sa voix avait perdu toute autorité. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas quoi? Isabelle fit un pas de plus. Vous ne pouvez pas être juste. Vous ne pouvez pas regarder les vraies preuves. Vous êtes assis là, à juger l'homme qui vous a rendu votre fils, et maintenant vous allez le condamner pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mon enfant, arrête-toi maintenant. Le juge Mercier leva la main, son visage rougit. Tu commets un outrage au tribunal, garde. Mais Isabelle était déjà allée trop loin pour s'arrêter. Dans son esprit d'enfant, il n'y avait qu'une seule façon de faire comprendre à cet homme, une façon de briser la barrière d'indifférence qui séparait les puissants des sans défense. Elle regarda le fauteuil roulant, regarda les yeux du juge, puis prononça les mots qui changeraient tout. « Relâchez mon père et je vous ferai marcher. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu, si dense qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Et puis, comme si quelqu'un avait ouvert une vanne, les éclats de rire explosèrent dans toute la salle. Les avocats riaient, les journalistes riaient, le public riait, même les gardes de sécurité échangeaient des sourires incrédules. Une petite fille venait de promettre de faire marcher un homme paralysé depuis des années. C'était absurde, c'était enfantin, c'était impossible. Tu l'as entendu? Un journaliste chuchota à son collègue entre deux rires. Elle va faire marcher le juge. C'est du matériel de première page. Pauvre créature, elle est désespérée, commenta une femme dans la galerie. Le procureur Delacroix s'autorisa un sourire cruel. Monsieur le juge, je crois que cette scène démontre parfaitement l'état mental instable qui entoure la famille de l'accusé. Je demande que cela soit pris en compte dans la sentence. Même Maître Leclerc ferma les yeux de frustration. Son cas, déjà faible, venait de devenir une plaisanterie aux yeux du tribunal. Mais Isabelle ne recula pas, ne pleura pas, ne baissa pas les yeux. « Vous ne me croyez pas », dit-elle simplement en regardant directement les yeux du juge Mercier. « Vous riez tous, mais je sais quelque chose que vous ne savez pas. » « Et qu'est-ce que c'est, mon enfant ?» Le juge demanda d'une voix fatiguée, la patience épuisée. « Qu'est-ce que tu sais que nous, avec des années d'expérience, ne savons pas ?» Isabelle se pencha en avant, si près que seul le juge pouvait l'entendre clairement. « Je sais que vous pouvez marcher. » Les mots tombèrent comme une bombe silencieuse. Le visage du juge Laurent Mercier se transforma. La couleur se draina complètement de sa peau. Ses mains commencèrent à trembler visiblement. Ses yeux s'ouvrirent avec un mélange de choc, de peur et d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la terreur pure. « Qu'as-tu dit ?» Sa voix à peine audible murmura. « Vous pouvez marcher !» Isabelle répéta, cette fois assez fort pour que les avocats les plus proches entendent. « Et je peux le prouver. » Le tribunal, qui explosait de rire quelques instants auparavant, gardait maintenant un silence sépulcral. Quelque chose dans le ton de la fillette, quelque chose dans la réaction du juge, avait complètement changé l'ambiance. Le procureur Delacroix se leva d'un bond. « Monsieur le juge, c'est ridicule. La fillette invente des accusations sans fondement. J'exige qu'elle soit éloignée et poursuivie pour outrage. » Mais le juge Mercier ne répondit pas. Il regardait fixement Isabelle comme s'il voyait un fantôme. Ses lèvres bougeaient sans émettre de son. La sueur commençait à perler sur son front. « Monsieur le juge ?» Maître Leclerc osa parler. « Êtes-vous bien ?» Isabelle sortit autre chose de sa poche. Une petite enveloppe jaunie par le temps. Elle la plaça sur le bureau du juge avec des mains fermes. « Ceci, dit-elle d'une voix claire, est une lettre que mon père n'a jamais voulu montrer. Il m'a dit que les secrets des patients sont sacrés, mais je ne suis pas docteur. Et mon père est sur le point d'aller en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. » Le juge regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Il ne la toucha pas, ne l'ouvrit pas, mais tout le monde dans la salle pouvait voir qu'il reconnaissait cette enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» exigea le procureur, avançant vers le prétoire. « C'est la vérité. » Isabelle répondit en se tournant pour faire face à toute la salle. « Mon père a gardé ce secret pendant des années.
Mais si tout le monde va détruire sa vie en se basant sur des mensonges, alors je vais sauver sa vie en disant la vérité. Elle regarda à nouveau le juge, qui tremblait maintenant visiblement dans son fauteuil roulant. Cette enveloppe contient les dossiers médicaux qui prouvent que votre paralysie n'est pas réelle. Elle contient les résultats des examens que mon père a faits lorsque vous l'avez supplié de garder le secret, lorsque vous l'avez supplié de ne rien dire. Parce que... Silence! Le maillet frappa avec une telle force qu'il s'écailla. Le juge Mercier était debout. Non, attendez. Il était toujours assis, mais son corps entier se penchait en avant, les muscles de son cou tendus, les yeux injectés de sang. Garde! Éloignez cet enfant immédiatement et confisquez cette enveloppe. Mais Isabelle fut plus rapide. Elle attrapa l'enveloppe et la leva haut au-dessus de sa tête. Si quelqu'un me touche, je vais lire ceci à voix haute pour tout le tribunal, pour toute la presse, pour tout le pays. Les gardes s'arrêtèrent net. Les journalistes pointaient leurs caméras frénétiquement. Le procureur Delacroix regardait entre la fillette et le juge, clairement confus par ce qui se passait. Le docteur, Mathieu Dubois depuis le banc, murmura avec horreur. « Isabelle, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais sa fille avait déjà pris sa décision. « Je vais faire un marché, monsieur le juge, » dit-elle avec un calme qui ne correspondait pas à son âge. « Libérez mon père maintenant. Reconnaissez que ce procès est une fraude et je détruirai cette enveloppe. Votre secret mourra avec moi. Mais si vous condamnez mon père aujourd'hui, alors le monde entier saura la vérité sur vous. » Le tribunal entier retenait son souffle. Ce n'était plus le procès du docteur Mathieu Dubois. C'était devenu quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que personne n'avait vu venir. Le juge Laurent Mercier regarda la fillette devant lui, puis regarda les journalistes, puis l'enveloppe qu'elle tenait comme une arme. Sa carrière, sa réputation, sa vie entière, tenaient à un fil dans les mains d'une enfant. « Tu ne comprends pas ce que tu fais », murmura-t-il d'une voix brisée. « Je comprends parfaitement », Isabelle répondit. « Je sauve mon père, quel qu'en soit le coût. » Et à ce moment-là, tandis que les caméras capturaient chaque seconde, tandis que le tribunal entier attendait le souffle coupé, le juge Laurent Mercier fit quelque chose que personne n'attendait. Il commença à pleurer. Les larmes du juge Laurent Mercier coulaient sur son visage, tandis que le silence dans le tribunal devenait insupportable. Ce n'étaient pas des larmes discrètes. C'étaient des sanglots entrecoupés qui secouaient ses épaules, faisant légèrement trembler son fauteuil roulant. Personne dans cette salle n'avait jamais vu un magistrat se briser de cette manière. « Monsieur le juge ?» Le procureur Delacroix bégaya, complètement perdu sur la manière de procéder. « Vous avez besoin d'une pause. » Mais le juge ne répondit pas. Il avait les mains couvrant son visage, les doigts pressant contre ses tempes, comme s'il voulait arrêter une douleur qui venait de très loin. Isabelle, tenant toujours l'enveloppe jaunie en l'air, sentit pour la première fois une piqûre de doute lui traverser la poitrine. « Papa dit toujours que les secrets des patients sont sacrés, » murmura-t-elle pour elle-même, mais assez fort pour que le juge l'entende. « Il m'a dit qu'un médecin ne doit jamais trahir la confiance, quoi qu'il arrive. Mais il m'a aussi appris que la vérité est plus importante que le silence lorsque l'injustice gagne. » Le docteur. Mathieu Dubois, depuis le banc des accusés, observait sa fille avec un mélange de fierté dévastatrice et de terreur absolue. Il savait exactement ce que contenait cette enveloppe. Il connaissait le poids de ce secret, et il savait que si Isabelle le révélait, elle détruirait un homme qui, malgré tout, avait aussi une histoire à raconter. « Isabelle », appela-t-il d'une voix brisée, « ma chérie, s'il te plaît, baisse cette enveloppe. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Mais c'est ce que je veux pour toi, papa. » Elle se tourna vers lui, ses propres yeux se remplissant de larmes. « Je ne te laisserai pas aller en prison. Je ne perdrai pas la seule chose qui me reste dans ce monde. »« Être » une voix âgée interrompit depuis la galerie. C'était la même femme âgée qui s'était levée auparavant. Maintenant, elle marchait lentement vers l'avant, s'appuyant sur sa canne. « Être que nous avons tous besoin d'entendre l'histoire complète avant de juger qui que ce soit. »« Et qui êtes-vous » exigea le procureur, clairement nerveux face à la perte totale de contrôle du processus. « Je m'appelle Thérèse Moreau. » L'ancienne infirmière arriva jusqu'à la balustrade qui séparait le public de la zone légale. « J'ai été infirmière à l'hôpital central pendant 40 ans. J'étais présente la nuit où tout cela a commencé, tant l'affaire du docteur. Dubois que... » Elle regarda significativement le juge. D'autres événements que certaines personnes préfèrent oublier. Le juge Mercier baissa finalement les mains de son visage. Ses yeux étaient rouges, gonflés, mais il y avait autre chose en eux maintenant. De la résignation peut être, ou peut être du soulagement. « Madame Moreau », sa voix sortit rauque, « S'il vous plaît. Ne dites pas la vérité, monsieur le juge ?»
L'infirmière l'interrompit avec douceur mais fermeté. Ne révélez pas ce que nous avons eu toutes ces années? Regardez autour de vous. Regardez cette courageuse enfant qui est prête à détruire son innocence pour sauver son père. Allons-nous vraiment permettre à ce cirque de continuer? Maître Sophie Leclerc, l'avocate de la défense, s'approcha prudemment d'Isabelle. « Ma petite, donne-moi l'enveloppe. Il existe des voies légales pour présenter des preuves sans. Les voies légales n'ont pas fonctionné. » Isabelle recula, protégeant l'enveloppe contre sa poitrine. « Mon père a fait confiance aux voies légales. Il a engagé des avocats. Il a présenté des preuves. Il a tout fait correctement. Et pourtant, ils vont le condamner parce que... Les preuves contre lui sont très solides, » intervint le procureur Delacroix, retrouvant un peu de calme. Le patient est mort sur la table d'opération. Les rapports médicaux montrent une négligence claire. Le docteur Dubois a pris des décisions erronées qui... Le docteur Dubois a pris les seules décisions possibles. La voix de Thérèse Moreau coupa l'air comme un fouet. Cet homme est arrivé à l'hôpital avec une hémorragie interne massive. 3 médecins avant le docteur. Mathieu ont refusé de l'opérer car ils savaient que les chances de survie étaient presque nulles. Mais le docteur Dubois n'abandonne personne. Les dossiers disent autre chose. Le procureur sortit une épaisse liasse de son attaché case. Voici le témoignage du docteur. Sébastien Roussel, collègue de l'accusé, qui déclare que le docteur Dubois a opéré contre le protocole, qu'il a pris des risques inutiles, que son ego. Le docteur. Roussel est un menteur. Une autre voix s'éleva de la galerie. Un jeune homme avec des cicatrices visibles sur le cou se leva. Je m'appelle Louis Bernard. Il y a des années, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un terrible accident. Le docteur. Roussel a dit qu'il était trop dangereux de m'opérer, qu'il valait mieux laisser la nature suivre son cours. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie me laisser mourir. Mais le docteur Dubois n'était pas d'accord. Il m'a opéré pendant 14 heures, et je suis là, vivant grâce à lui. Plus de personnes commencèrent à se lever les unes après les autres. Des histoires similaires remplirent le tribunal. Il a opéré ma femme quand personne d'autre n'a voulu prendre de risques. Il a sauvé mon bébé quand d'autres médecins l'ont déclaré désespéré. Cet homme est un héros, pas un criminel. Le maillet frappa faiblement. Le juge Mercier n'avait plus la force de contrôler la salle. Il regardait tout le défilé de témoignages avec une expression de défaite. « Voyez, monsieur le juge. » Isabelle s'approcha à nouveau du prétoire, l'enveloppe toujours fermement dans sa main. « Tous ces gens savent qui est vraiment mon père. Mais il y a quelqu'un d'autre dans cette salle qui le sait très bien aussi. Quelqu'un qui lui doit tout. » Le juge ferma les yeux. « S'il te plaît, mon enfant, ne fais pas ça. Alors faites ce qui est juste. » Isabelle plaça l'enveloppe sur le bureau, mais garda sa main dessus. « Dites la vérité sur mon père. Mettez fin à ce procès injuste et je garderai votre secret pour toujours. » Ce n'est pas si simple. Le juge ouvrit les yeux et pour la première fois, il y avait une véritable angoisse en eux. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Des raisons pour lesquelles ce procès doit continuer. Des raisons? Isabelle inclina la tête. Ou des menaces. Le silence qui s'ensuivit fut électrique. Le procureur Delacroix pâlit visiblement. Maître Leclerc échangea un regard rapide avec Thérèse Moreau et le docteur. Mathieu Dubois, depuis le banc, sentit qu'une pièce du puzzle s'imbriquait finalement. « Vous ne voulez pas condamner mon père. » Isabelle dit lentement comme si elle résolvait une énigme. « Quelqu'un vous y oblige. »« Isabelle, arrête-toi maintenant. » Son père tenta de se lever, mais les gardes le maintinrent assis. « Ne suis pas cette voie, c'est dangereux. »« Dangereux pour qui ?» Une nouvelle voix retentit depuis les portes du tribunal. Tous se tournèrent pour voir un homme grand, d'environ 50 ans, vêtu d'un costume coûteux, entrant d'un pas assuré. Sa présence remplissait la salle d'une manière qui faisait que les gens s'écartaient instinctivement. Dangereux pour les menteurs, ou dangereux pour ceux qui sont prêts à dire la vérité. Maître Gabriel Fournier. Le procureur Delacroix prononça le nom comme si c'était du poison. « Que faites-vous ici ? C'est un tribunal fermé. »« Je suis avocat. » Gabriel Fournier sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Et je viens d'être engagé pour représenter le docteur Mathieu Dubois. Ma première action en tant que son défenseur est de présenter une requête en annulation de ce procès complet sur la base de preuves de manipulation procédurale. » Maître Leclerc ouvrit la bouche pour protester, mais Fournier leva la main. « Maître Leclerc, sans offense, mais vous avez été affecté à cette affaire précisément parce que votre charge de travail vous rend moins efficace. Cela n'a pas été une coïncidence. C'était planifié. » Planifié? Le juge Mercier se pencha en avant. « Maître Fournier, vous faites des accusations très graves, sans preuve que... » Sans preuve? Fournier sortit un appareil de sa poche. « J'ai des enregistrements, des conversations entre le procureur Delacroix
et certains individus qui préfèrent rester dans l'ombre. Des conversations où l'on discute exactement comment assurer la condamnation du docteur Dubois, quelle que soit la vérité. Le tribunal explosa en murmures. Le procureur Delacroix se leva d'un bond, le visage cramoisi. « C'est absolument faux. J'exige que cet appareil soit immédiatement confisqué. Il n'y a aucune voie légale pour que vous ayez accès à des conversations privées qui impliquent une conspiration pour incarcérer un innocent. » Fournier haussa un sourcil. « Vous avez raison, procureur. Il n'y a aucune voie légale pour que j'aie ceci, mais il est là, et il est complet avec les dates, les heures et les noms. » Isabelle regardait le nouveau venu avec un mélange d'étonnement et de suspicion. « Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi aidez-vous mon père ?» Gabriel Fournier la regarda directement, et pour la première fois, son expression s'adoucit. « Parce que, ma petite, ton père a sauvé autrefois quelqu'un de très important pour moi, quelqu'un que les médecins avaient déclaré désespéré. Et parce que j'ai passé des années à attendre le bon moment pour payer cette dette. »« Qui ?» demanda Isabelle. « Ma fille. » Fournier répondit simplement. « Il y a des années, quand elle avait ton âge, elle a eu un anévrisme cérébral. Le docteur Dubois l'a opérée quand 5 chirurgiens différents ont dit que c'était impossible. Aujourd'hui, elle étudie la médecine parce qu'elle veut être comme l'homme qui lui a donné une seconde chance de vivre. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Isabelle. « Alors il y a plus de personnes que mon père a sauvées. » « Des centaines. » Thérèse Moreau intervint. Au cours de sa carrière, le docteur Dubois a sauvé des centaines de personnes que d'autres médecins considéraient comme des cas perdus, mais cela lui a aussi valu des ennemis. Des ennemis? Maître Leclerc trouva finalement sa voie. Vous dites que ce procès est une vengeance? Pas seulement une vengeance. Fournier marcha jusqu'au centre de la salle, sa voix se projetant pour que tout le monde puisse entendre. C'est un message. Un message pour tous les médecins qui pensent placer leurs patients au-dessus des profits, pour ceux qui rejettent les pots de vin des compagnies pharmaceutiques, pour ceux qui dénoncent les pratiques médicales corrompues. Ce sont des accusations très sérieuses, le juge Mercier dit, mais sa voix manquait de conviction. Et je peux prouver chacune d'elles. Fournier plaça un attaché-case sur la table de la défense. Mais d'abord, monsieur le juge, j'ai besoin que vous preniez une décision. Allez-vous permettre à la vérité d'éclater ou allez-vous continuer à faire partie de cette mascarade? Le juge regarda Fournier, puis Isabelle, qui tenait toujours l'enveloppe jaunie, puis les dizaines de personnes dans la galerie, toutes le regardant avec espoir et supplication. Finalement, ses yeux se posèrent sur le docteur Mathieu Dubois. « Docteur Dubois, » dit-il lentement, « vous avez sauvé mon fils. Il y a des années, lorsque les meilleurs spécialistes du pays ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir, vous avez trouvé un moyen. Vous avez opéré pendant des heures, refusant de vous reposer, refusant d'abandonner. Le tribunal entier écoutait dans un silence absolu. Après cette opération, le juge continua, sa voix se brisant. Vous m'avez rendu visite en privé. Vous m'avez montré quelque chose que vous avez découvert lors des examens préopératoires de mon fils, quelque chose sur moi. » Isabelle serra l'enveloppe plus fort. « Vous m'avez dit que vous aviez trouvé des preuves que ma paralysie, l'accident qui m'a laissé dans ce fauteuil il y a des années, présentait des incohérences. Vous m'avez montré des études qui suggéraient qu'avec le bon traitement, je pourriez remarcher. » Isabelle compléta la phrase. Le juge hocha lentement la tête. « Mais vous m'avez aussi expliqué pourquoi je ne pouvais pas le rendre public, pourquoi je devais garder ce secret, parce que si le monde découvrait que ma paralysie n'était pas permanente, que j'avais été dans ce fauteuil pour des raisons qui n'étaient pas complètement physiques, je perdrais votre travail. » Gabriel Fournier dit doucement. « Votre réputation, tout ce que vous aviez construit. Mais ce n'est pas tout. » Thérèse Moreau ajouta, sa voix tremblante. « N'est-ce pas, monsieur le juge ?» Le juge Laurent Mercier ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il avait pris une décision. « Non, admit-il, ce n'est pas Tao. La vérité est qu'après mon accident, j'ai reçu une compensation d'assurance de plusieurs millions. Une compensation basée sur la prémisse que je ne marcherai plus jamais. Si le monde découvrait que ce n'était pas vrai, je devrais rendre tout cet argent. Argent que j'avais déjà dépensé pour les traitements de mon fils, l'éducation de mes filles, pour subvenir aux besoins de ma famille. Alors le docteur Dubois a gardé votre secret, Isabelle dit, pour protéger votre famille. Oui. Le juge hocha la tête. Et j'ai juré que je n'oublierai jamais cette gentillesse, que si un jour je pouvais l'aider, je le ferais sans hésiter. Alors, aidez-le. Maintenant. Isabelle plaça l'enveloppe directement dans les mains du juge. Soyez l'homme que mon père croyait que vous étiez. Soyez juste. Laurent Mercier prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Il la regarda pendant un long moment. Puis, sous les yeux ébahis de tous dans le tribunal, il la déchira en deux.
Ce secret, dit-il d'une voix ferme, meurt ici et maintenant. Non pas parce qu'on me fait chanter, non pas parce que j'ai peur, mais parce que je comprends que certaines vérités sont plus importantes que d'autres. Il regarda directement Isabelle. Tu as raison, mon enfant. Ce procès est une mascarade, et j'ai été un lâche de lui avoir permis d'aller si loin. Il se tourna vers le procureur Delacroix, qui avait observé tout avec une horreur croissante. Procureur, vos preuves contre le docteur Dubois ont été remises en question par de multiples témoins crédibles. Votre affaire est basée sur le témoignage d'un seul médecin, dont la crédibilité est maintenant mise en doute. Et si Maître Fournier a réellement des preuves de manipulation procédurale? Monsieur le juge, c'est absurde, Delacroix cria. Vous ne pouvez pas simplement rejeter une affaire parce qu'une enfant a fait un spectacle émotionnel. Les règles de procédure. Les règles de procédure existent pour servir la justice. Le juge l'interrompit, pas pour l'obstruer. Et maintenant, je vois clairement que la justice n'est pas servie dans ce tribunal. Il leva son maillet. Ce procès, déclara-t-il, est suspendu indéfiniment, jusqu'à ce qu'une enquête complète soit menée sur les accusations de manipulation procédurale et de preuves fabriquées. Le maillet tomba, le son résonna comme un coup de tonnerre. Le tribunal explosa. Les journalistes couraient vers les sorties, criant dans leur téléphone. Le public criait de joie. Le procureur Delacroix lançait des papiers en l'air, protestant furieusement. Et au milieu du chaos, Isabelle courut vers son père. Les gardes, confus par le tournant des événements, ne l'arrêtèrent pas lorsqu'elle sauta la balustrade et se jeta dans les bras de Mathieu Dubois. Il l'attrapa, l'étreignant avec une telle force que s'il voulait l'absorber en lui-même. « Tu l'as fait, ma courageuse !» murmura-t-il contre ses cheveux. « Tu l'as fait ?»« Non, papa. » Elle sanglota contre sa poitrine. « C'est toi qui l'as fait. Tu as sauvé le juge. Tu as sauvé tout le monde. Moi, j'ai juste. Je me suis juste assuré qu'ils s'en souviennent. » Mais tandis que le père et la fille s'étreignaient, aucun d'eux ne remarqua la silhouette sombre qui observait depuis le fond du tribunal. Un homme qui avait été présent tout au long du processus, prenant des notes méticuleuses, enregistrant chaque mot. Ce procès avait été suspendu, mais la guerre venait juste de commencer, et les forces qui avaient tenté de détruire le docteur. Mathieu Dubois ne se rendrait pas si facilement. La nuit était tombée sur la ville lorsqu'Isabelle et son père sortirent enfin du tribunal. Les journalistes les attendaient comme une meute affamée, les caméras clignotant, les microphones s'étendant comme des tentacules désespérés de capturer chaque mot. « Docteur Dubois, comment vous sentez-vous après la suspension du procès? Isabelle, est-il vrai que vous avez fait chanter le juge? Docteur, y a-t-il de la corruption dans le système judiciaire? » Gabriel Fournier apparut comme un bouclier entre eux et la presse, sa présence imposante écartant le chaos. Sans commentaire. Mon client ne fera aucune déclaration tant que l'enquête ne sera pas conclue. Une voiture noire attendait sur le trottoir. Fournier les guida rapidement à l'intérieur, fermant la porte juste au moment où un journaliste tentait d'y glisser son microphone. Le véhicule démarra rapidement, laissant derrière lui le cirque médiatique. À l'intérieur de la voiture, Isabelle se permit enfin de trembler. L'adrénaline qui avait soutenu son courage pendant des heures s'évaporait, la laissant épuisée et effrayée. Mathieu la serra contre sa poitrine, sentant les sanglots silencieux qu'elle avait retenus trop longtemps. « C'est fini, ma courageuse », murmura-t-il en embrassant sa tête. « C'est fini. Vraiment, papa ?» La petite voix brisée d'Isabelle lui coupa le cœur. « Ou est-ce que ça ne fait que commencer ?» Mathieu échangea un regard avec Fournier, qui conduisait avec une expression grave. Tous deux connaissaient la réponse, mais aucun ne voulait la prononcer à voix haute. La voiture ne se dirigea pas vers leur maison. Au lieu de cela, Fournier les emmena vers un bâtiment discret, en périphérie de la ville. Un endroit qui semblait abandonné, mais dont les fenêtres brillaient d'une lumière tamisée de l'intérieur. « Où sommes-nous » demanda Mathieu lorsque le véhicule s'arrêta. « Dans un endroit sûr » répondit Fournier en coupant le moteur. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose. Quelque chose qui changera tout ce que vous croyez savoir sur cette affaire. » Ils entrèrent par une porte latérale. L'intérieur était étonnamment moderne. Ordinateur, multiples écrans, classeurs métalliques. Cela ressemblait à un bureau d'enquête privé. Une jeune femme d'environ 30 ans leva les yeux lorsqu'ils entrèrent. Elle avait les cheveux attachés en queue de cheval haute et portait des lunettes à monture épaisse. Sur son bureau se trouvaient des dizaines de photographies, de documents et de notes connectées par des fils rouges. Docteur Dubois, Isabelle. Fournier fit les présentations. Elle est Valérie Lemaire, enquêtrice privée, et la personne qui démêle cette conspiration depuis des mois. Des mois? Mathieu fronça les sourcils. Mais j'ai été accusé il y a à peine 8 semaines. Mais la conspiration contre vous a commencé bien avant.
Il y a environ 1 an. Valérie compléta en ajustant ses lunettes. Elle montra l'un des écrans où apparaissait la photographie d'un homme âgé, aux cheveux argentés, avec une expression de prédateur dans un costume coûteux. « Reconnaissez-vous cet homme, docteur Dubois ?» Mathieu étudia l'image et sentit le sang se figer. « C'est Antoine Lévesque, directeur exécutif des laboratoires Phénix. » « Exactement. » Valérie toucha le clavier et d'autres images apparurent. « L'une des plus grandes compagnies pharmaceutiques du pays est votre ennemi personnel numéro 1. Je ne comprends pas. » Isabelle regarda les photos avec confusion. Pourquoi un monsieur de médicaments voudrait-il faire du mal à mon père? Valérie s'agenouilla pour être à la hauteur de la fillette. Il y a quelque temps, ton père a découvert quelque chose de terrible. Les laboratoires Phénix vendaient des médicaments défectueux aux hôpitaux publics. Des médicaments qui ne fonctionnaient pas correctement, mais qui étaient moins chers à produire. J'ai dénoncé cela et ils m'ont crucifié pour cela, Mathieu ajouta amèrement. Aucune autorité n'a enquêté. Au lieu de cela, ils m'ont accusé de diffamation. J'ai dû me rétracter publiquement pour ne pas perdre ma licence médicale. Mais vous ne vous êtes pas vraiment rétracté, n'est-ce pas? Fournier sourit. Vous avez continué à documenter chaque cas, chaque patient affecté, en gardant des preuves. Je devais le faire. Mathieu se défendit. Il y avait des enfants qui mouraient à cause de faux médicaments. Je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Valérie retourna à son ordinateur. Antoine Lévesque l'a su et a décidé que vous étiez trop dangereux pour vous laisser libre. Il avait besoin de vous réduire au silence de façon permanente, non pas par la violence physique. Cela aurait été trop évident, mais en détruisant votre crédibilité, votre carrière, votre vie. Le patient qui est mort, Isabelle connecta les pièces. Celui que papa a dit avoir tué s'appelait Richard Moreau. Valérie montra la photo d'un homme d'âge moyen. Il travaillait comme comptable pour les laboratoires Phénix. Il avait découvert des irrégularités financières liées aux médicaments défectueux. Il allait témoigner contre la compagnie. Le silence dans la pièce était dense comme du plomb. Vous êtes en train de dire que... Mathieu ne put compléter la phrase. Que Richard Moreau n'est pas mort par négligence médicale. Il a été assassiné, Fournier compléta. Et ils ont tout conçu pour que vous portiez le blâme. Isabelle sentit ses jambes flancher. Mathieu la retint avant qu'elle ne tombe, la conduisant à une chaise proche. Le monde de la fillette, qui avait déjà été secoué violemment, s'effondrait maintenant complètement. Comment? Fut tout ce que Mathieu put demander. Valérie commença à expliquer, sa voix technique, mais chargée d'une rage contenue. Richard Moreau est arrivé à l'hôpital central, avec une hémorragie interne massive. Les dossiers montrent que vous avez ordonné des analyses de sang de routine avant l'opération, mais ces analyses ont été manipulées. Elle montra des documents sur l'écran. Quelqu'un a changé les résultats pour cacher que Moreau avait été empoisonné avec un anticoagulant extrêmement puissant. Lorsque vous l'avez opéré, il était impossible d'arrêter le saignement. Quoi que vous fassiez, l'homme était déjà condamné. Mon Dieu! Mathieu se laissa tomber sur une chaise, le visage entre les mains. Mais il y a plus. Valérie continua implacable. Le docteur, Sébastien Roussel, votre collègue qui a témoigné contre vous, qu'en est-il de lui? Il a reçu un virement de 2 millions sur un compte offshore 3 jours après la mort de Moreau, argent provenant d'une filiale des laboratoires Phénix. Isabelle se leva d'un bond, ses petits poings serrés. Alors ce docteur a menti. Mon père est innocent. Complètement. Fournier hocha la tête. Mais prouver cela au tribunal sera compliqué. Antoine Lévesque a des connexions profondes, des juges, des politiciens, des policiers, tous dans sa poche. Alors que faisons-nous? Mathieu demanda, se sentant plus perdu que jamais. Nous nous battons. Une nouvelle voix se joignit à la conversation. Tous se tournèrent pour voir le juge Laurent Mercier, entrant par la même porte latérale. Mais cette fois, il ne venait pas dans son fauteuil roulant. Il était debout, appuyé sur des béquilles, marchant lentement, mais délibérément vers eux. Isabelle étouffa un cri. Mathieu se leva d'un bond, courant vers le juge. « Que faites-vous? Je ne devrais pas être en train d'essayer de marcher ?» Mercier compléta, arrivant finalement à une chaise et s'y laissant tomber avec un soupir épuisé. « Docteur, Dubois, nous savons tous les deux la vérité. Vous me l'avez dite il y a des années. » Il enleva son manteau, révélant des bras aux muscles clairement développés. « Mon corps peut marcher. Les études que vous m'avez montrées étaient claires. Les nerfs régénérés, les muscles fonctionnels. Physiquement, je suis capable, mais mentalement. » Mathieu commença. « Mentalement, je suis un lâche. » Mercier l'interrompit. Le traumatisme de l'accident, la peur de tout perdre, si la vérité éclatait, la culpabilité de mentir pendant des années, ont construit une prison dans mon esprit plus forte que toute paralysie physique. Il regarda directement Isabelle.
jusqu'à ce qu'une courageuse enfant me montre ce que signifie réellement le courage. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce qui est juste malgré elle. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Fournier, clairement surpris par l'apparition du magistrat. « Parce que j'ai reçu ceci aujourd'hui. » Mercier sortit une enveloppe de sa poche. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. C'était son fils, prise le jour même, selon la date numérique dans le coin. Autour de la tête du garçon, quelqu'un avait dessiné une cible avec un marqueur rouge. Isabelle sentit le sang se geler. Mathieu prit la photo, ses mains tremblantes de fureur. Antoine Lévesque ne s'est pas arrêté après que j'ai suspendu le procès. Mercier expliqua, sa voix contrôlée mais chargée de haine. Il m'a appelé personnellement. Il m'a dit que, si je ne condamnais pas le docteur Dubois lors du nouveau procès, ma famille paierait le prix. « Et qu'avez-vous répondu » demanda Valérie. « Qu'il aille au diable !» Mercier répondit simplement que je suis fatigué d'être sa marionnette, que cette fois, je vais faire ce qui est juste, quel qu'en soit le coût. Il se leva à nouveau, s'appuyant sur les béquilles. L'effort était visible. La sueur coulait sur son front, mais il se tenait droit. « Docteur Dubois, vous avez sauvé mon fils quand personne d'autre n'a voulu prendre de risques. Vous m'avez appris que certains secrets pèsent plus lourd que les mensonges. Maintenant, je vais faire la même chose pour vous. Je vais témoigner sur la conspiration, sur les menaces, sur tout. Cela détruira votre carrière, » Mathieu avertit. « Peut être, » Mercier hocha la tête. « Mais au moins je pourrais regarder mon fils dans les yeux sans ressentir de honte. » Un téléphone sonna, rompant le moment. Valérie répondit. Elle écouta brièvement, et son visage pâlit. « Qu'y a-t-il » demanda Fournier immédiatement. « C'était mon contact dans la police. » Elle raccrocha avec des mains tremblantes. « Ils viennent d'émettre un mandat d'arrêt contre le docteur Dubois. Ils disent qu'il a violé les termes de sa liberté conditionnelle en quittant la ville sans permission. » Valife, 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 Valife. « Mais je n'ai pas quitté la ville, » Mathieu protesta. « Nous le savons, » Fournier grogna. « Mais l'évêque n'a pas besoin que ce soit vrai. Il a juste besoin d'une excuse pour te renvoyer derrière les barreaux. »« Combien de temps avons-nous » demanda Mercier. « Les patrouilleurs sont en route. 15 minutes, peu, être 20. » Isabelle sentit la panique l'envahir. Il venait de libérer son père, et maintenant, ils allaient l'arrêter à nouveau. Tout le sacrifice, toute la douleur, avait été inutile. « Non, » dit-elle à voix haute, se surprenant elle-même par la fermeté de son ton. « Nous n'allons pas les laisser gagner. Isabelle, chérie. » Mathieu commença. « Non, papa. » Elle l'interrompit. Et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit que tous dans la pièce prêtèrent attention. « Ce méchant monsieur pense qu'il peut nous faire peur. Il pense que nous sommes faibles parce que nous sommes bons. » Elle se tourna vers Valérie. « Vous avez dit que vous aviez des preuves contre lui, n'est-ce pas? Toutes ces photos et papiers. » « Oui, mais ce n'est pas suffisant pour une affaire criminelle sans témoignage pour la soutenir. »« Alors, obtenons des témoignages. » Isabelle déclara. « Mon père a sauvé des centaines de personnes. Toutes ces personnes qui se sont levées au tribunal, elles peuvent toutes parler, elles peuvent raconter leurs histoires. Cela n'arrêtera pas le mandat d'arrêt. » Fournier signala. « Mais cela peut créer une pression publique. » Mercier comprit où Isabelle voulait en venir. « Si nous exposons cela publiquement, si nous faisons en sorte que les gens voient que c'est une chasse aux sorcières, Antoine Lévesque devra reculer. Son pouvoir est basé sur le fait d'opérer dans l'ombre. Si nous le traînons à la lumière, il se brûlera. » Valérie compléta, ses yeux brillants d'un espoir renouvelé. Fournier sourit dangereusement. Un plan commença à se former, rapide, risqué, possiblement désastreux, mais c'était leur seule opportunité. « Valérie !» Fournier prit les commandes. « J'ai besoin que tu contactes chaque journaliste indépendant que tu connais. Ceux qui ne sont pas dans la poche de l'évêque. Organise une conférence de presse pour demain matin. Thérèse Moreau. » Mathieu ajouta. « Elle connaît tous les patients que j'ai traités. Elle peut organiser des témoignages. Je contacterai mes collègues dans le système judiciaire. » Mercier proposa. « Ceux qui sont fatigués de la corruption. Il y en a plus que ce que l'évêque pense. » « Et moi ?» Isabelle demanda. « Que puis-je faire ?» Mathieu s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains entre les siennes. « Toi, ma courageuse, tu vas faire la chose la plus difficile de toutes. Tu vas faire confiance aux adultes pour que nous fassions enfin les choses correctement. Scaringaz, à random. Et s'ils ne peuvent pas ?» Les larmes remplirent ses yeux. « Et s'ils t'emmènent encore ?» Alors, il embrassa son front. « Tu m'as déjà appris qu'une enfant avec du courage peut changer le monde. J'ai confiance que tu trouveras le moyen de nous sauver à nouveau. » Le son des sirènes commença à résonner au loin. Tous se tendirent.
Nous devons bouger. Fournier poussa Mathieu vers une porte dérobée. Il y a un tunnel qui mène au bâtiment voisin. Valérie, détruis toute preuve qu'ils étaient ici. Attendez. Mercier arrêta Mathieu avec une main sur son épaule. Docteur, si nous ne nous revoyons pas, nous nous reverrons. Mathieu l'interrompit. Et quand cela arrivera, je veux vous voir marcher sans ces béquilles. Mercier sourit faiblement. C'est un marché. Isabelle, Mathieu et Fournier disparurent par la porte dérobée, juste au moment où les sirènes devenaient assourdissantes dehors. Valérie commença à ramasser frénétiquement des documents, rangeant tout dans des boîtes qu'elle jetterait par la fenêtre arrière vers un camion qui attendait. Le juge Laurent Mercier resta seul dans la pièce, écoutant les bottes des policiers frapper le trottoir extérieur. Il se leva à nouveau, sans les béquilles. Cette fois, ses jambes tremblaient, menaçant de s'effondrer, mais il se maintint ferme. « Pour mon fils », murmura-t-il pour lui-même, « pour tous les enfants qui méritent un monde meilleur ». Lorsque les officiers firent irruption par la porte principale, ils ne trouvèrent que le magistrat debout dans une pièce vide. Et pour la première fois depuis des années, Laurent Mercier ne ressentit pas de peur, il ressentit un objectif. Quelque part dans la ville, dans un bureau luxueux au dernier étage d'un gratte-ciel, Antoine Lévesque recevait la nouvelle que le docteur Dubois s'était échappé. Il sourit. « Parfait », dit-il au téléphone. « Maintenant, c'est un fugitif. Cela rend les choses beaucoup plus faciles. » Il raccrocha et composa un autre numéro. « Activez le plan B », ordonna-t-il. « Il est temps que la petite Isabelle apprenne ce qui arrive à ceux qui se mettent en travers de mon chemin. » La nuit devint plus sombre, et la véritable guerre venait juste de commencer. La lumière de l'aube commençait à peine à filtrer par les fenêtres du petit appartement où Isabelle et son père s'étaient réfugiés. C'était un endroit modeste dans un quartier oublié, fourni par l'un des patients que Mathieu avait sauvé des années auparavant. Personne ne penserait aller chercher là, du moins le pensait-il. Isabelle n'avait pas pu dormir. Chaque bruit dans la rue la faisait sursauter, chaque ombre semblait menaçante. Elle était assise sur le canapé usé, serrant un oreiller lorsqu'elle entendit son père parler à voix basse au téléphone dans la pièce voisine. « Thérèse, j'ai besoin que tu me fasses confiance », disait Mathieu. « Rassemble tous ceux que tu peux pour la conférence. Chaque patient, chaque témoignage compte. » Isabelle se leva silencieusement et s'approcha de la porte entr'ouverte. « Je sais que c'est dangereux », continuait son père. « Mais si nous n'agissons pas maintenant, l'évêque gagnera. Et il ne détruira pas seulement moi, il détruira quiconque osera dénoncer ses crimes. » Il raccrocha et se retourna, rencontrant les yeux de sa fille, l'observant depuis la porte. « Tu n'as pas pu dormir. Ce n'était pas une question. »« Papa. » Isabelle entra dans la pièce. « Qu'est-ce qui va nous arriver ?» Mathieu la serra fort. « Nous allons gagner, ma courageuse, parce que la vérité toujours. » Le bruit de vitres brisées explosa depuis le salon. Tous deux se figèrent. Puis des voix, des pas lourds, trop nombreux pour être des policiers normaux. La porte de derrière. Mathieu murmura d'urgence, poussant Isabelle vers le petit balcon. « Descends par l'échelle de secours. Cours jusqu'au café du coin, demande Claudia. Elle te protégera. »« Je ne te laisserai pas. » Isabelle s'accrocha à lui. « Tu dois le faire. » L'urgence dans sa voix l'effraya plus que tout. « Si nous sommes capturés tous les deux, il n'y aura personne pour raconter la vérité. Va. »« The life, come on, is the. This Isa. Come on, enter. » La porte de la chambre s'ouvrit brusquement. 3 hommes entrèrent, leurs visages couverts par des cagoules sombres. Ce n'étaient pas des policiers, c'était quelque chose de bien pire. « Docteur, Mathieu Dubois. » L'un d'eux parla d'une voix déformée. « Monsieur l'évêque veut avoir une conversation avec vous. »« Lâchez-moi. » Mathieu lutta lorsqu'ils l'attrapèrent, ses yeux fixés sur Isabelle, qui était paralysée de terreur. « Ma fille n'a rien à voir avec ça. » Au contraire, un autre des hommes se tourna vers Isabelle. « La fillette est exactement ce dont nous avons besoin pour assurer ta coopération. » Isabelle courut. Ses jambes la portèrent au balcon tandis qu'elle entendait son père crier son nom. Elle descendit les marches métalliques si vite qu'elle faillit tomber. Ses pieds nus frappaient le métal froid. Les larmes brouillaient sa vision. Elle arriva dans l'allée et courut. Elle courut plus vite qu'elle n'avait jamais couru de sa vie. Elle pouvait entendre des pas derrière elle, des voix criant de s'arrêter. Le café était à 2 pâtés de maison, si proche, si loin. Une voiture noire apparut de nulle part, bloquant son chemin. Isabelle tenta de changer de direction, mais des bras forts la soulevèrent du sol. Elle cria, donna des coups de pied, mordit, mais c'était inutile. « Calme-toi, ma petite. » Une voix familière parla. Isabelle arrêta de lutter, levant les yeux sous le choc absolu. C'était le docteur Sébastien Roussel. « Vous, » murmura-t-elle avec horreur. «
Vous avez menti sur mon père. Oui. Roussel la plaça sur le siège arrière de la voiture, mais pas rudement, avec quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Et maintenant je vais compenser. La voiture démarra. Isabelle se colla contre la fenêtre, observant comment les hommes qui la poursuivaient restaient derrière, confus. Roussel conduisait avec précision, prenant des rues secondaires qu'il connaissait clairement bien. « Où m'emmenez-vous » Isabelle exigea, essayant d'avoir l'air courageuse, bien que sa voix tremblait. « Dans un endroit sûr. » Roussel répondit. « Et ensuite, tu vas entendre quelque chose que ton père n'a jamais voulu que tu saches. » Ils conduisirent pendant 20 minutes jusqu'à un hôpital abandonné en périphérie. Roussel arrêta la voiture et se tourna vers Isabelle, enlevant les lunettes qu'il portait toujours. Ses yeux étaient rouges, fatigués. Il y a 2 ans, il commença sans préambule. « Mon fils cadet est tombé malade, leucémie agressive. Il avait besoin d'un médicament expérimental très cher. Je n'avais pas cet argent. » Isabelle l'écoutait en silence, sans comprendre où il voulait en venir. « Antoine Lévesque est venu me voir. » Roussel continua, sa voix se brisant. « Il m'a offert un marché. Il paierait tout le traitement de mon fils. Si je faisais ce qu'il me demandait le moment venu. Mentir sur mon père, » Isabelle compléta. « Oui. » Roussel hocha la tête misérablement. « Quand Richard Moreau est mort, Lévesque m'a appelé. Il m'a donné un script exact de ce que je devais dire au procès. Que ton père avait opéré avec négligence, qu'il avait ignoré les protocoles, que son ego avait causé la mort. Et vous avez accepté. » La voix d'Isabelle était pleine de mépris. « Mon fils était en train de mourir. » Roussel se défendit mais sans conviction. « Que ferais-tu pour sauver quelqu'un que tu aimes ?» Isabelle pensa à tout ce qu'elle avait fait pour son père, à l'enveloppe qu'elle avait portée au tribunal, aux menaces qu'elle avait lancées, et comprit avec une clarté douloureuse qu'elle et Roussel n'étaient pas si différents. « Mais ils ont sauvé votre fils, » elle dit finalement. « Non. » Roussel secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. « Il est mort il y a 3 mois. Les médicaments que l'évêque a fournis provenaient de la même ligne défectueuse que ton père a tenté de dénoncer. Mon fils est mort à cause des mêmes mensonges que j'ai aidé à protéger. » Le silence dans la voiture était lourd comme du plomb. « C'est pourquoi je suis ici. » Roussel s'essuya le visage. « C'est pourquoi je t'ai sauvé, parce que j'ai vécu assez longtemps comme un lâche. Mon fils méritait un meilleur père, et ton père mérite que quelqu'un dise enfin la vérité. » « La vérité sur quoi ?» Isabelle demanda. Roussel sortit une épaisse enveloppe de la boîte à gants. « Tout est ici. Des enregistrements de mes conversations avec Lévesque, des documents qui prouvent que Richard Moreau a été empoisonné, des virements bancaires, des noms de tous les médecins, juges et policiers sur la liste de paye de l'évêque. Pourquoi ne l'avez-vous pas livré avant ? J'avais peur, admit-il. L'évêque m'a menacé. Il a dit que si je parlais, ma famille paierait, mais alors j'ai vu une fillette de 10 ans faire ce que je n'avais pas eu le courage de faire. J'ai vu ton courage dans ce tribunal, et j'ai eu tellement honte de moi-même que je n'ai pas pu continuer à vivre avec cette culpabilité. » Il tendit l'enveloppe à Isabelle. « Apporte ceci à Maître Fournier, il saura quoi faire. C'est la seule copie. S'il lui arrive quelque chose, l'évêque gagne. » « These other well, bees well. » « Et vous ?» Isabelle prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Je vais récupérer ton père. » Roussel redémarra la voiture. « Je sais où ils le détiennent. Tant que l'évêque croit que je suis de son côté, je peux me déplacer librement. Comment puis-je savoir que vous ne me trompez pas ?» Isabelle le défia. Roussel la regarda dans le rétroviseur. « Tu ne le sais pas, mais ton père a autrefois fait confiance à la bonté des gens, même quand il ne le devait pas. Je suppose que nous parions tous les deux qu'une partie de cette bonté existe toujours dans ce monde. » Il la ramena à la ville, mais pas à l'appartement. Il la laissa devant le bâtiment où Valérie avait son bureau. Avant qu'Isabelle ne descende, Roussel parla une dernière fois. « Dis à ton père que je suis désolé, que si je pouvais revenir en arrière. »« Vous pouvez. » Isabelle l'interrompit. « Vous pouvez revenir en arrière en faisant ce qui est juste maintenant. » Roussel hocha la tête, une ombre de sourire triste sur son visage. « Tu es plus sage que beaucoup d'adultes que je connais. Ton père doit être très fier. » La voiture s'éloigna, laissant Isabelle seule sur le trottoir avec une enveloppe qui contenait le destin de tous. Elle monta les escaliers en courant et frappa frénétiquement à la porte de Valérie. Maître Gabriel Fournier ouvrit, son expression se transformant de surprise à alarme lorsqu'il vit la fillette seule. « Où est ton père ?» « Ils l'ont emmené. » Isabelle entra rapidement en lui tendant l'enveloppe. « Mais nous avons ceci, le docteur Roussel. Il a changé de camp. Cela contient tout ce dont nous avons besoin. » Valérie prit l'enveloppe et commença à examiner le contenu. Ses yeux s'écarquillaient à chaque document, chaque enregistrement,
chaque pièce de preuve incriminante. « Mon Dieu, murmura-t-elle, c'est suffisant pour détruire l'évêque complètement, pour incarcérer des dizaines de personnes. Et c'est pourquoi ils tueront mon père s'ils découvrent que ça existe. » Isabelle compléta. Le téléphone de Fournier sonna, il répondit, écouta brièvement et son visage pâlit. « C'était Laurent Mercier, dit-il quand il raccrocha. Il vient de recevoir un message de l'évêque. Si nous ne livrons pas toutes les preuves et ne démantelons pas la conférence de presse dans les 3 prochaines heures, ils tueront le docteur Dubois. » Isabelle sentit le monde s'arrêter. Ils avaient gagné la preuve, mais ils étaient sur le point de perdre la seule chose qui comptait. « Que faisons-nous » demanda Valérie, regardant entre Fournier et Isabelle. La fillette se redressa, essuyant les larmes qui avaient commencé à se former. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Ce n'était pas seulement du courage ou du désespoir, c'était une détermination absolue. « Nous faisons les deux », dit-elle d'une voix ferme. « Nous sauvons mon père, et nous détruisons l'évêque en même temps. »« Comment » demanda Fournier. Isabelle sourit. Ce n'était pas un sourire d'enfant, c'était le sourire de quelqu'un qui avait appris à jouer au jeu des adultes et était prête à gagner. « Avec le seul pouvoir que l'évêque ne peut ni acheter ni menacer, » répondit-elle. « La vérité, en direct, pour le monde entier. » Et elle commença à expliquer un plan si risqué, si impossible, qu'il ne pouvait fonctionner que si tout le monde jouait parfaitement son rôle. L'horloge marquait 3 heures. La bataille finale était sur le point de commencer. La salle de presse du centre de convention était bondée. Caméras de télévision, journalistes curieux qui avaient entendu parler de la conférence qui promettait de révéler la vérité sur la plus grande conspiration pharmaceutique du pays, c'était exactement ce qu'Isabelle avait prévu, une exposition publique maximale. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce n'était pas seulement une conférence de presse, c'était un piège et l'appât était elle-même. « Es-tu sûr de cela ?» Valérie lui demanda pour la énième fois, ajustant le petit microphone caché dans le chemisier d'Isabelle. « Si quelque chose va mal, alors mon père meurt de toute façon. » Isabelle répondit avec un calme qu'elle ne ressentait pas. « C'est notre seule chance. » Maître Gabriel Fournier regardait sa montre nerveusement. Roussel a dit qu'il aurait Mathieu en position à 11 heures précises. Il est 10h45. 15 minutes. « Et le juge Mercier ?» demanda Isabelle. « En route. » Fournier confirma. « Mais Isabelle, tu dois comprendre quelque chose. Si Laurent essaie vraiment ce que tu as planifié, son corps pourrait ne pas répondre. La paralysie psychogène ne disparaît pas simplement parce que tu le désires. Il a besoin d'un catalyseur émotionnel extrême. Je sais. » Isabelle regarda vers la scène où des dizaines de patients sauvés par son père étaient déjà assis, prêts à témoigner. « C'est pourquoi ça va fonctionner. » Les portes s'ouvrirent et Thérèse Moreau entra, suivie par le juge Laurent Mercier dans son fauteuil roulant. Mais Isabelle nota quelque chose de différent chez lui. Il y avait de la détermination dans ses yeux. Un objectif. « Tout est prêt ?» demanda Mercier. « Tout. » Fournier confirma. Les transmissions en direct commenceront dans exactement 10 minutes. 20 chaînes différentes, plus des transmissions par Internet. Une fois que cela commence, il n'y a plus de retour en arrière. Diselanebi. Officially. Biselanebi. Bien, Mercier hocha la tête. Parce qu'Antoine Lévesque vient de confirmer sa présence. Le silence qui s'ensuivit fut électrique. « Quoi ?» Valérie cria presque. « Lévesque vient ici ? Je lui ai envoyé une invitation spéciale. » Mercier sourit sans humour. « Je lui ai dit que s'il voulait arrêter cette conférence, il devrait venir m'affronter en face. Son ego ne lui a pas permis de refuser. »« C'est parfait. » Isabelle dit, son esprit ajustant déjà le plan. « S'il est ici, il ne peut pas faire de mal à mon père. Il aura besoin de papa comme monnaie d'échange. » « Exactement. » Mercier fut d'accord. « Mais sois prudente, mon enfant. L'évêque est dangereux quand il se sent acculé. » Dick 55. La salle était pleine à capacité maximale. Les caméras étaient positionnées. Les journalistes préparaient leurs questions, et quelque part dans la foule, Isabelle savait que les hommes de l'évêque attendaient des ordres. 11 heures précises. Maître Gabriel Fournier monta sur scène. Le murmure de la foule se calma immédiatement. « Mesdames et messieurs, » sa voix résonna par les haut-parleurs. « Merci d'assister à cette conférence qui changera la façon dont vous comprenez le système de santé de ce pays. » À ce moment, les portes de derrière s'ouvrirent. Antoine Lévesque entra comme s'il était le propriétaire de l'endroit. Grand, cheveux argentés, parfaitement coiffé, costume qui coûtait plus cher qu'une nouvelle voiture. Sa présence exigeait l'attention. Mais Isabelle remarqua quelque chose. Ses yeux cherchaient frénétiquement quelque chose. Ou quelqu'un. « Nous sommes ici, » continua Fournier, « pour exposer une conspiration qui a coûté des vies innocentes.
pour révéler comment une compagnie pharmaceutique a manipulé des médicaments, soudoyé des fonctionnaires et assassiné ceux qui menaçaient d'exposer la vérité. L'évêque s'arrêta au milieu de l'allée. Son visage restait calme, mais Isabelle vit la tension dans ses épaules. Et pour commencer, Fournier pointa du doigt Isabelle. « Je veux vous présenter la personne qui a eu le courage que beaucoup d'adultes n'avons pas eu. Isabelle Dubois. » Isabelle monta sur scène. Les caméras se tournèrent vers elle. Des milliers peu, être des millions de personnes regardaient à ce moment-là. Son cœur battait si fort qu'elle pensa que tout le monde pouvait l'entendre. « Je m'appelle Isabelle Dubois », commença-t-elle, sa voix amplifiée par les microphones. « J'ai 10 ans et mon père, le docteur, Mathieu Dubois, est faussement accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. » Dans l'audience, l'évêque commença à avancer vers l'avant. Ses gardes du corps se dispersèrent stratégiquement dans la salle. « Mais je ne suis pas ici seulement pour le défendre. » Isabelle continua. « Je suis ici pour accuser le véritable criminel, l'homme responsable de la mort de douzaines, être de centaines de personnes. L'homme qui se tient juste là. » Elle pointa directement Antoine Lévesque. Les caméras tournèrent violemment, les flashs explosèrent. L'évêque se figea, piégé au centre de l'attention de 20 caméras transmettant en direct. « Ce sont des accusations très graves, mon enfant. » L'évêque parla d'une voix contrôlée, mais Isabelle vit le poison derrière le masque. Des accusations qui pourraient être considérées comme de la diffamation. Diffamation ? Isabelle sortit un dispositif de sa poche. Même quand j'ai ceci, c'était la clé USB que le docteur Roussel avait fournie, contenant des enregistrements, des documents, des preuves irréfutables. Ceci, Isabelle le leva haut, contient des enregistrements de vous ordonnant l'empoisonnement de Richard Moreau. Il contient des virements bancaires payant des pots de vin à des juges, des policiers et des médecins. Il contient des listes de tous les hôpitaux qui ont reçu des médicaments défectueux. Tout. La couleur se draina du visage de l'évêque. C'est impossible. Il n'existe pas de telles preuves. Non. Une nouvelle voix se joignit. Le docteur. Sébastien Roussel monta sur scène, son visage projeté sur des écrans géants, parce que je l'ai personnellement recueilli. Chaque conversation que j'ai eue avec vous, chaque instruction que vous m'avez donnée de mentir au tribunal, tout est enregistré. L'évêque recula d'un pas, ses yeux se déplaçant frénétiquement à la recherche d'une sortie. Et ce n'est pas seulement ma parole contre la vôtre. Roussel continua. 37 autres médecins sont prêts à témoigner. Tous soudoyés par vous, tous fatigués de vivre avec cette culpabilité. De plus, le juge Laurent Mercier roula son fauteuil vers l'avant de la scène. Je témoignerai personnellement sur les menaces que j'ai reçues pour condamner le docteur Dubois. Des menaces contre ma famille, contre mon fils. La salle explosa. Les journalistes criaient des questions. Les caméras se concentraient sur l'évêque, qui était maintenant clairement en panique. « C'est un cirque !» cria-t-il finalement. « Une conspiration contre un homme d'affaires prospère. Vous n'avez rien. » « Nous n'avons rien ?» Valérie Lemaire apparut sur un écran latéral via vidéoconférence. Elle commença à diffuser un enregistrement. La voix de l'évêque était indubitable. 2 jours après la conférence de presse qui secoua le pays, Isabelle se réveilla dans un lit d'hôpital. Elle n'était pas blessée, mais l'épuisement émotionnel et physique des dernières semaines l'avait finalement rattrapée. Les médecins insistèrent pour qu'elle ait du repos et soit sous observation. Son père dormait sur une chaise à côté d'elle, la main de Mathieu tenant la sienne, même dans les rêves. Le juge Laurent Mercier était dans la pièce voisine, soumis à une thérapie physique intensive. Les vidéos de lui se levant étaient devenues virales, vues plus de 50 millions de fois en moins de 48 heures. Mais Isabelle ne se sentait pas victorieuse. Elle sentait quelque chose d'obscur approcher. La porte s'ouvrit silencieusement. Maître Gabriel Fournier entra, son expression grave disant tout avant qu'il ne prononce un mot. « Nous devons parler », murmura-t-il, essayant de ne pas réveiller Mathieu. Maintenant, Isabelle glissa hors du lit avec précaution. Elle suivit Fournier dans le couloir vide de l'hôpital, où Valérie Lemaire attendait avec une tablette dans des mains tremblantes. « Que s'est-il passé ?» demanda Isabelle, bien qu'une partie d'elle ne voulait pas connaître la réponse. « Nous avons identifié le partenaire de l'évêque. » Valérie tourna la tablette. Sur l'écran apparaissait la photographie d'une femme âgée, d'environ 60 ans, élégante, avec des yeux froids, qui semblait voir à travers l'âme. Elle s'appelle Dr Irène Villeneuve. Une docteure ? Isabelle fronça les sourcils. Elle est la chef de l'évêque. Non, exactement, expliqua Fournier. Elle est bien pire. L'évêque n'était que la façade publique. Irène Villeneuve est celle qui contrôle réellement les laboratoires Phoenix. Et elle contrôle également 3 hôpitaux privés, 2 assureurs médicaux.
et a des liens avec des politiciens au plus haut niveau. Et pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté avec l'évêque? Parce qu'il n'existe officiellement aucune connexion directe entre eux, Valérie répondit. Toutes les preuves que nous avions pointaient vers l'évêque. Irène s'est assurée de ne jamais laisser de traces. Jusqu'à maintenant. Fournier ajouta sombrement. Parce qu'après la conférence, elle est devenue nerveuse. Et les gens nerveux font des erreurs. Valérie fit glisser une autre image. C'était une photographie prise lors de la conférence de presse à l'arrière de la salle. Un homme mince, d'environ 40 ans, avec des lunettes noires, prenait des notes méticuleusement. Isabelle sentit le sang se geler. Il était au tribunal. Le jour où tout a commencé, je l'ai vu dans la galerie. Son nom est Philippe Ortiz, Fournier confirma. Il travaille directement pour Irène. Il documente chacun de nos mouvements, chaque personne à qui nous avons parlé. Pourquoi? Isabelle ressentit une peur primitive, lui parcourir la colonne vertébrale. Parce qu'Irène ne veut pas seulement se venger. Valérie ferma la tablette, incapable de continuer à regarder les images. Elle veut envoyer un message que personne, absolument personne, ne peut l'exposer et survivre pour le raconter. Fournier s'agenouilla devant Isabelle, prenant ses épaules avec douceur, mais fermeté. Isabelle, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Cette femme est plus dangereuse que l'évêque parce qu'elle est intelligente. Elle ne va pas t'attaquer directement. Elle va faire quelque chose de bien pire. Quoi? Elle va détruire tout ce que tu aimes lentement, systématiquement, jusqu'à ce que tu souhaites n'avoir jamais commencé cette lutte. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'estomac d'Isabelle. Mon père. Ton père est en sécurité ici. Nous avons des gardes à chaque entrée, Fournier assura. Mais il y a d'autres personnes qui ont aidé. Thérèse Moreau, le docteur Roussel, le juge Mercier, tous sont maintenant des cibles. Comme si l'univers confirmait ses paroles. Le téléphone de Valérie sonna. Elle répondit, écouta brièvement, et son visage perdit toute couleur. Quoi? Exigea Fournier. Thérèse Moreau vient d'être attaquée. Quelqu'un est entré chez elle, a tout saccagé, a laissé une note. Que disait la note? Valérie leva le téléphone, montrant une photographie qui lui avait été envoyée. La note était écrite avec des lettres découpées dans des magazines, comme dans les films à suspense. Les héros saignent aussi, surtout les petits. Isabelle sentit ses jambes flancher. Fournier la retint avant qu'elle ne tombe. « Nous devons sortir tout le monde d'ici. » Valérie dit d'urgence. « Déplacez Mathieu, Mercier, Isabelle, vers un endroit sûr où ils ne... » La voix d'Isabelle coupa le désespoir. « Nous n'allons pas nous cacher. Isabelle, tu es une enfant, tu ne peux pas. J'ai terminé ceci, » cria-t-elle, surprenant les deux adultes. « J'ai exposé l'évêque. J'ai convaincu le juge. J'ai rassemblé toutes les pièces. Et je ne vais pas me cacher maintenant parce qu'une méchante dame veut m'effrayer. » Des larmes coulaient sur son visage, mais sa voix ne tremblait pas. « Si elle veut m'effrayer, alors je vais lui faire peur en retour. Je vais lui montrer que peu importe sa puissance, elle ne peut pas gagner contre quelqu'un qui se bat par amour. » Fournier regarda la fillette devant lui et vit quelque chose qui le rendit simultanément fier et terrifié. Il vit quelqu'un prêt à tout sacrifier. « Que proposes-tu » demanda-t-il finalement. « Un piège. » Isabelle s'essuya les larmes, mais cette fois, c'est elle la souris. Dans la pièce voisine, le juge Laurent Mercier était debout devant une barre parallèle, faisant des pas tremblants, mais délibérés. Le physiothérapeute l'encourageait, mais Mercier écoutait à peine. Son esprit était ailleurs. La porte s'ouvrit et son fils aîné, André Mercier, entra en courant. C'était un jeune homme de 25 ans, la même personne que le docteur. Mathieu avait sauvé des années auparavant. « Papa, allaita-t-il, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. » Mercier se laissa tomber dans le fauteuil roulant, épuisé, mais satisfait de ses progrès. « Que se passe-t-il, mon fils ?»« J'ai reçu ceci aujourd'hui. » André tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Des photographies de lui sortant de son appartement, allant au travail, déjeunant avec des amis. Chaque photo avait un X rouge marqué sur son visage. La couleur se draina du visage de Mercier. « Quand est-ce arrivé ?»« Ce matin. Papa, il y a autre chose. Ils ont dit que si tu témoignes contre l'organisation de l'évêque lors du procès à venir, je vais. » « Non. » Mercier l'interrompit, sa voix brisée. « Je ne vais pas laisser cela t'arriver. Je vais. » « Tu vas quoi? Te rétracter? Après tout ce qui s'est passé ?» André s'agenouilla devant son père. « Papa, écoute-moi. Pendant des années, je t'ai vu vivre dans ce fauteuil, prisonnier non de ton corps, mais de ta peur. Et maintenant, quand tu as finalement trouvé le courage de te lever, tu vas te rasseoir. Mais tu es mon fils, je ne peux pas risquer. Le docteur Dubois m'a sauvé quand j'avais 8 ans. » André interrompit. « Il m'a donné une seconde chance de vivre. Et tu sais ce que j'ai fait de cette chance? J'ai étudié la médecine.
Je suis devenu pédiatre. J'ai sauvé des douzaines d'enfants parce que quelqu'un m'a sauvé en premier. » Des larmes coulaient sur le visage de Mercier. « Si nous mourons en protégeant ce qui est juste, » André continua, « alors nous mourrons en honorant la vie que le docteur Dubois m'a rendue. Mais si nous vivons comme des lâches, alors il m'a sauvé pour rien. » The Eindau. Before the other naïve sande, bi and da. Le père et le fils s'étreignirent, tous deux pleurant, tous deux terrifiés, tous deux décidés. À ce moment, Isabelle apparut à la porte avec Fournier et Valérie. « Monsieur le juge, dit-elle d'une voix ferme, nous avons besoin de votre aide une fois de plus, mais cette fois, ce sera plus dangereux que jamais. Cette nuit-là, dans un manoir en périphérie de la ville, le docteur Irène Villeneuve recevait des rapports de Philippe Ortiz. Les menaces ont été livrées. Philippe informa. Thérèse Moreau est terrifiée. Le fils du juge aussi. Dans 24 heures, ils seront tous trop effrayés pour témoigner. Et la fillette ? Irène demanda, en buvant une gorgée de vin coûteux. Elle est à l'hôpital, gardée, mais vulnérable. Bien, Irène sourit. Les enfants sont toujours la faiblesse des héros. Quand le docteur Dubois verra ce que nous allons faire à sa fille, il... Excusez-moi de vous interrompre. Une nouvelle voix se joignit à la conversation. Tous deux se tournèrent pour voir le docteur Sébastien Roussel entrant par la porte principale, escorté par des gardes de sécurité. « Docteur Roussel ». Irène se leva, sincèrement surprise. « Que faites-vous ici ? » « Je suis venu faire un marché. » Roussel répondit, sa voix fatiguée. « Je sais que vous prévoyez de faire du mal à Isabelle, et je ne peux pas permettre qu'une autre enfant meure à cause de cette organisation. Votre fils est déjà mort, docteur. » Philippe dit cruellement. « Que pouvez-vous perdre de plus ?»« Mon âme. » Roussel répondit simplement. « J'ai déjà perdu mon fils. J'ai déjà perdu mon honneur. Mais il y a une chose que je ne vais pas perdre. L'opportunité de faire une chose juste avant de mourir. » Irène l'étudia attentivement. « Que proposez-vous ? » « Laissez-moi faire sortir Isabelle de l'hôpital. Je vous donnerai une opportunité parfaite de faire ce que vous avez à faire. En échange, vous laissez le docteur, Dubois et tous les autres tranquilles. Dauer in the sorting the under. Finemont final and valent. Weekend, nast. Weekend. Pourquoi ferions-nous ce marché ? Philippe se méfia. Nous pouvons simplement prendre la fillette quand nous le voulons. Vous ne pouvez pas. Roussel sourit amèrement. Parce qu'elle a maintenant des gardes, parce que les médias la suivent constamment. Tout mouvement évident sera vu. Mais si moi, l'homme qui l'a prétendument sauvée, je la sors de l'hôpital en disant que c'est pour la protéger, personne ne se doutera. Irène considéra cela. Et qu'est-ce que vous gagnez avec ce marché ? La paix. Roussel répondit. La paix de savoir que j'ai au moins sauvé une chose dans ce désastre. Sauver la fillette en lui faisant livrer le docteur Dubois. Il se rendra pour elle, et je pourrai enfin regarder mon fils au ciel sans honte. Le silence s'étira. Finalement, Irène hocha la tête. Très bien, docteur Roussel. Vous avez 24 heures pour livrer la fillette. Si vous échouez, je n'échouerai pas. Roussel se tourna pour sortir. Demain à minuit, vous aurez Isabelle Dubois. Et cela se terminera enfin. Lorsque Roussel sortit du manoir, il marcha jusqu'à sa voiture, jambes tremblantes, s'assit au volant et pleura pour la première fois depuis que son fils était mort. Puis il sortit son téléphone et composa un numéro. « Fournier, dit-il quand ils répondirent. Je suis dedans. Le plan est en marche. » Le lendemain, tandis que le soleil se couchait sur la ville, Isabelle était assise dans la chambre d'hôpital, regardant par la fenêtre. Son père dormait enfin après des jours sans repos approprié. Le juge Mercier s'entraînait à marcher dans la pièce voisine, chaque pas un triomphe contre des années de prison auto-imposées. Et quelque part dans cette ville, de bonnes personnes se préparaient à risquer tout dans un plan désespéré pour arrêter un monstre. Isabelle toucha la vitre de la fenêtre, observant son reflet. Elle voyait une fillette de 10 ans qui avait grandi trop vite, qui avait appris des choses sur le monde qu'aucun enfant ne devrait savoir, mais elle voyait aussi autre chose. Elle voyait quelqu'un qui avait découvert que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste, même si tu es terrifié. Demain, murmura-t-elle à son reflet, cela se termine d'une manière ou d'une autre. Et dans le manoir d'Irène Villeneuve, la doctoresse regardait par sa propre fenêtre, confiante dans sa victoire. Elle ne savait pas que le piège n'était pas pour Isabelle, c'était pour elle. Et il était sur le point de se refermer. Minuit. L'entrepôt abandonné en périphérie de la ville était enveloppé d'ombre. Isabelle marchait main dans la main avec le docteur. Sébastien Roussel, qui la conduisait prétendument directement aux mains d'Irène Villeneuve. Mais ce que personne ne pouvait voir, c'étaient les 30 agents fédéraux cachés dans les poutres supérieures, les caméras microscopiques cousues dans les vêtements d'Isabelle,
et les tireurs d'élite positionnés dans des bâtiments proches. « As-tu peur ?» Roussel lui demanda à voix basse alors qu'il s'approchait des portes de l'entrepôt. « Je suis terrifié. » Isabelle admit. « Mais mon père m'a appris que la peur ne gagne que lorsque nous cessons de faire ce qui est juste. » Roussel serra sa main. « Tu es plus courageuse que n'importe quel adulte que je connais. » Les portes s'ouvrirent. À l'intérieur, le docteur Irène Villeneuve attendait avec Philippe Ortiz et une douzaine de gardes. La lumière tamisée de l'entrepôt créait des ombres dansantes qui faisaient que tout ressemblait à un cauchemar. Docteur Roussel. Irène sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Je vois que vous avez tenu votre part du marché. Voici la fillette. » Roussel poussa doucement Isabelle vers l'avant. « Maintenant, tenez la vôtre. Laissez le docteur Dubois et tous les autres tranquilles. » Bien sûr, Irène mentit doucement en s'approchant d'Isabelle. « Ma petite, tu as causé beaucoup de problèmes, plus que ce qu'une enfant devrait. Et vous avez blessé beaucoup de gens. » Isabelle répondit, sa voix ferme malgré la terreur qu'elle ressentait, plus que ce que n'importe quelle personne ne devrait. Irène s'accroupit pour être à la hauteur d'Isabelle. « Sais-tu ce qui arrive aux fillettes qui ne restent pas silencieuses? Elles deviennent des femmes qui changent le monde. » Isabelle répondit en la regardant directement dans les yeux. Pendant un instant, quelque chose scintilla dans l'expression d'Irène. Surprise peu, être ou respect involontaire. « Dommage, » dit-elle finalement en se levant. « Nous aurions pu utiliser quelqu'un avec ta détermination dans notre organisation. Philippe, emmène là-haut. »« À où exactement ?» Une nouvelle voix résonna dans l'entrepôt. Les lumières principales s'allumèrent brusquement, aveuglant temporairement tout le monde. Lorsque la vision se dégagea, Maître Gabriel Fournier était debout à l'entrée principale, flanqué d'agents fédéraux avec des armes dégainées. « Doctoresse Irène Villeneuve. » Fournier annonça formellement. « Vous êtes arrêtée pour conspiration en vue de commettre un meurtre, trafic de médicaments falsifiés, corruption de fonctionnaires publics et environ 37 chefs d'accusation supplémentaires. » Le visage d'Irène se transforma de confiance en fureur en un instant. « Comment avez-vous su que je viendrais personnellement ?» Roussel fit un pas en avant, s'éloignant des gardes d'Irène. « Parce que j'ai étudié votre profil psychologique pendant des mois. Vous ne confiez jamais le sale boulot à d'autres. Vous voulez toujours être présente pour le coup final. Votre ego ne vous permet pas de faire autre chose. Traître. » Philippe tenta d'atteindre son arme, mais 3 agents le mirent à terre avant qu'il ne puisse la toucher. « Je ne suis pas un traître. » Roussel dit calmement pendant qu'il menottait Philippe. « Je suis un père qui a perdu son fils à cause de cette organisation. Et maintenant, je vais m'assurer qu'aucun autre père ne passe par la même chose. » Irène tenta de reculer vers une sortie de secours, mais trouva son chemin bloqué. Le juge Laurent Mercier émergea des ombres, mais pas dans son fauteuil roulant. Il marchait lentement avec une canne pour soutien, mais il marchait avec une dignité restaurée. « Doctoresse Villeneuve, » dit-il, et sa voix avait le poids d'années de justice enfin servie. « En ma qualité de magistrat de la Cour supérieure, je vais personnellement m'assurer que vous fassiez face à chaque accusation, chaque vie que vous avez détruite, chaque famille que vous avez ruinée. Toi, » Irène le pointa d'un doigt tremblant. « Tu étais paralysé. Comment ?» Une enfant courageuse m'a appris que les prisons que nous construisons dans nos esprits sont plus fortes que n'importe quelle cage physique. Mercier répondit. Et que le seul chemin vers la liberté réelle est de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le coût. Isabelle courut vers lui. Mercier tendit son bras libre et elle se réfugia contre son flanc, tandis que les agents encerclaient Irène. Cela ne se termine pas ici. Irène siffla pendant qu'il la menottait. J'ai des avocats, des connexions, des amis haut placés. Vous aviez. Valérie Lemaire apparut, tenant une tablette. Parce qu'au cours des 30 dernières minutes, pendant que vous étiez ici, des agents fédéraux ont arrêté simultanément 17 fonctionnaires corrompus sur votre liste de paye, y compris 2 sénateurs, 5 juges et le directeur de l'agence de réglementation des médicaments. And forming to the side with a VCLE 200, and forming 200, and comes a state of, and Clusios, and forming 200, alors qu'Irène pâlissait, parce qu'Isabelle n'a pas seulement prévu de vous piéger, Fournier expliqua, elle a prévu de démanteler votre réseau complet, chaque nom dans les documents de Roussel, chaque virement bancaire, chaque conversation enregistrée, nous avons tout utilisé. Une enfant, Irène murmura avec une incrédulité absolue. Une fillette de 10 ans m'a détruite. Non, Isabelle parla d'une voix claire. Votre propre méchanceté vous a détruite. Je me suis juste assuré que le monde la voie. À ce moment, les portes de derrière de l'entrepôt s'ouvrirent. Le docteur Mathieu Dubois entra en courant. Il avait attendu dans le véhicule de commandement dans le cadre du plan. Quand il vit Isabelle saine et sauve, ses jambes faillirent céder de soulagement.
Papa !» Isabelle courut vers lui, se jetant dans ses bras. Mathieu l'attrapa, la faisant tourner en l'air, des larmes coulant librement sur son visage. « Ma courageuse, mon héroïne, ma petite géante, nous avons réussi, papa. » Isabelle sanglotait contre son cou. « C'est fini, nous sommes en sécurité. Grâce à toi. » Mathieu la posa, s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. « Grâce à ton courage, ton intelligence, ton cœur énorme, qui n'a jamais cessé de croire en ce qui est juste. » Le père et la fille s'étreignirent, tandis que les agents emmenaient Irène Villeneuve menottée. Thérèse Moreau, qui avait coordonné depuis le centre de commandement, entra dans l'entrepôt avec des larmes aux yeux. « Doc, Dubois, dit-elle d'une voix brisée. Pendant 40 ans, j'ai vu beaucoup de choses dans les hôpitaux, mais je n'avais jamais vu quelque chose comme ce que cet enfant a fait pour vous. Elle a sauvé plus que ma vie. » Mathieu répondit en serrant Isabelle plus fort. « Elle m'a sauvé de perdre la foi en l'humanité. » 3 semaines plus tard, la salle d'audience de la Cour suprême était pleine à capacité. Mais cette fois, ce n'était pas pour juger le docteur Mathieu Dubois, c'était pour l'honorer. Isabelle était assise au premier rang, vêtue d'une belle robe que Thérèse Moreau avait insisté pour lui acheter. À ses côtés se trouvaient Valérie et Fournier, derrière eux des douzaines de patients que Mathieu avait sauvés au fil des ans. Le juge Laurent Mercier présidait la cérémonie. Il se tenait derrière le prétoire, sans canne, sans soutien. Il avait passé 3 semaines en thérapie intensive et pouvait maintenant marcher presque sans difficulté. Les vidéos de sa guérison étaient devenues une source d'inspiration pour des millions de personnes confrontées à leur propre bataille. « Docteur Mathieu Dubois », Mercier annonça, sa voix résonnant avec une autorité restaurée. « Pendant 15 ans, vous avez servi cette communauté avec un dévouement exemplaire. Vous avez sauvé des vies lorsque d'autres ont refusé de prendre des risques. Vous avez défendu les vulnérables lorsque d'autres ont regardé ailleurs. Et vous nous avez appris à tous la véritable signification du serment d'Hippocrate. » Mathieu monta sur le prétoire, submergé par l'émotion. « Mais plus important encore, » Mercier continua. « Vous nous avez appris que la véritable grandeur n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que nous tombons. Dans mon cas, littéralement. » De doux rires remplirent la salle. « Par conséquent, c'est mon honneur de vous présenter la médaille du mérite civique, la plus haute distinction que ce tribunal puisse accorder. Docteur Dubois, vous représentez le meilleur de l'humanité. » Lorsque Mercier plaça la médaille autour du cou de Mathieu, les applaudissements furent assourdissants, mais Mathieu n'avait d'yeux que pour une personne. « Monsieur le juge, dit-il lorsque les applaudissements se calmèrent, bien que j'accepte cet honneur, il y a quelqu'un d'autre qui mérite cette reconnaissance bien plus que moi. » Il se tourna vers Isabelle. « Ma fille, qui à 10 ans a montré plus de courage que la plupart des gens n'en montrent dans toute une vie, qui a tout risqué pour défendre ce qui était juste, qui nous a appris à tous que l'âge n'a pas d'importance lorsque votre cœur est assez grand. De nächste, and upper. » Isabelle se leva, les joues rouges de honte tandis que tout le monde se tournait vers elle. « Elle est mon héroïne. » Mathieu continua, sa voix se brisant. « Et s'il y a de la justice dans ce monde, elle recevra un jour la reconnaissance qu'elle mérite. Je crois. » Le docteur Sébastien Roussel se leva de son siège. « Que ce jour est aujourd'hui. » Un par un. Tous dans la salle se levèrent. L'applaudissement commença doucement puis grandit, puis devint une ovation qui faisait trembler les murs. Isabelle pleurait ouvertement maintenant, submergée par l'amour qui l'entourait. Thérèse Moreau monta sur le prétoire et plaça une couronne de fleurs fraîches sur la tête d'Isabelle. « Pour la fillette la plus courageuse que j'ai jamais connue, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, dans l'appartement qu'ils pouvaient enfin appeler chez eux sans peur, Mathieu bordait Isabelle dans son lit. Pour la première fois depuis des semaines, tous deux pouvaient dormir sans garde à la porte, sans cauchemar qui rôdait. « Papa », Isabelle dit alors qu'il lui donnait le baiser du soir. « Crois-tu que le monde est un peu meilleur maintenant ?» Mathieu s'assit au bord du lit, caressant ses cheveux. « Je crois que le monde est infiniment meilleur parce que tu es dedans. Parce que tu nous as rappelé qu'une personne, peu importe sa taille, peut tout changer lorsqu'elle décide de faire ce qui est juste. Mais, est-ce que ça valait ?» Isabelle demanda d'une petite voix. Toute la peur, toute la douleur. Regarde autour de toi. Mathieu montra les lettres qui couvraient les murs de sa chambre. Des lettres de personnes reconnaissantes, de familles sauvées, d'enfants inspirés par son courage. Regarde combien de vies tu as touchées. Combien de personnes ont trouvé le courage parce que tu l'as trouvé en premier. Le juge Mercier marche. Isabelle sourit. Le docteur Roussel a trouvé sa rédemption. Mathieu ajouta. Et tu es libre. Isabelle l'étreignit fort. Parce que tu n'as jamais abandonné. Mathieu embrassa son front. Parce que tu as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. 6 mois plus tard, Isabelle était dans la cour de son école pendant la récréation, lorsqu'une fillette plus petite s'approcha timidement. « C'est toi ?» demanda la fillette.
La fillette de la vidéo, celle qui a fait marcher le juge. Isabelle sourit. C'est moi. Comment t'appelles-tu? Sophie. Elle répondit. Et moi aussi. Je veux être courageuse comme toi, mais j'ai peur. Isabelle s'agenouilla pour être à la hauteur de Sophie. Sais-tu un secret? Moi aussi j'avais peur. J'étais terrifiée chaque jour, mais j'ai appris quelque chose d'important. Quoi? Que le courage. Ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est faire ce qui est juste même quand tu trembles de terreur. C'est défendre ceux que tu aimes. C'est te tenir ferme quand il serait plus facile d'abandonner. Sophie la regarda avec de grands yeux. Puis-je être courageuse comme toi un jour? Tu peux être courageuse maintenant. Isabelle lui tendit la main. Chaque fois que tu dis la vérité, chaque fois que tu défends quelqu'un, chaque fois que tu fais ce qui est juste, même quand c'est difficile, c'est cela le courage. Sophie prit sa main, souriant pour la première fois, et à ce moment-là, Isabelle comprit que c'était ce qui importait vraiment. Pas les médailles, pas la reconnaissance, mais inspirer la prochaine fillette courageuse à trouver sa propre voie. Dans son cabinet médical rénové, le docteur Mathieu Dubois s'occupait de son dernier patient de la journée. Les murs étaient couverts de photographies, de patients rétablis, de familles réunies, de vies sauvées. Et au centre, encadré en or, se trouvait la photo d'Isabelle debout au tribunal, pointant Antoine Lévesque avec la légende « Une enfant a changé le monde ». Le juge Laurent Mercier compléta son premier marathon de 5 km. Il franchit la ligne d'arrivée avec des larmes de joie. Son fils André courait à ses côtés, tout comme Isabelle, qui avait insisté pour les accompagner. Le docteur Sébastien Roussel ouvrit une fondation en mémoire de son fils, offrant des traitements gratuits aux enfants atteints de maladies terminales. Sur la plaque d'inauguration était écrit « En l'honneur de tous les enfants courageux, spécialement Isabelle Dubois, qui nous a appris que la rédemption est possible. » Et dans une cellule de haute sécurité, la docteure Irène Villeneuve purgeait une peine de 80 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Antoine Lévesque était dans la cellule voisine avec une sentence similaire. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Car dans les écoles à travers le pays, les enseignants racontaient l'histoire d'Isabelle Dubois, la fillette qui a défié un système corrompu, la fillette qui a sauvé son père, la fillette qui a appris à un juge paralysé comment remarcher. Et dans chaque salle de classe, à chaque récréation, dans chaque foyer, les enfants écoutaient cette histoire et comprenaient quelque chose de fondamental. Que tu n'as pas besoin d'être grand pour faire une grande différence, que tu n'as pas besoin d'être adulte pour défendre ce qui est juste, qu'une petite voix quand elle dit « La vérité peut être plus puissante que 1000 mensonges ». Cette nuit-là, sous les étoiles qui brillaient sur la ville, Isabelle était sur le balcon de son appartement avec son père. Des mois s'étaient écoulés depuis ce mardi au tribunal, qui avait tout changé. « Papa », demanda-t-elle en appuyant sa tête contre lui. « Oui, ma courageuse. Si tu devais revivre tout cela, le ferais-tu » Mathieu la serra plus fort. Chaque seconde de douleur, chaque moment de peur, chaque larme. « Je le referai tout si cela signifie avoir ce moment avec toi maintenant. Libre, ensemble, victorieux. Moi aussi. » Isabelle murmura, « Parce que j'ai appris que l'amour gagne toujours. Peut, être pas immédiatement. Peut, être pas facilement. Mais à la fin, l'amour gagne toujours. » Et tandis que les étoiles brillaient au-dessus, le père et la fille restèrent enlacés, sachant qu'ils avaient livré la bataille la plus difficile de leur vie et qu'ils avaient gagné, non pas parce qu'ils étaient plus forts, non pas parce qu'ils étaient plus intelligents, mais parce qu'ils n'ont jamais cessé de croire au pouvoir de faire ce qui est juste. Et c'est cela, en fin de compte, la leçon dont le monde a besoin de se souvenir, qu'une personne courageuse peut changer le monde, surtout lorsque cette personne est petite, déterminée et a un cœur assez grand pour aimer, même quand on lui apprend à haïr.